Bonjour à toutes et à tous, donc je suis Mélodie Santoul, chargée de mission prévention à la CPAME du Tarn et je suis ravie de vous retrouver pour ce nouveau webinaire santé. Alors nouveau par la thématique mais également par le format puisque nous avons le plaisir de vous retrouver dans une nouvelle salle webinaire. Alors, le 16 janvier dernier, c'était le Blue Monday, le jour le plus déprimant de l'année. Alors, même s'il s'agit d'un concept marketing, c'est surtout l'occasion de parler de la santé mentale. Donc, nous nous retrouvons aujourd'hui pour évoquer justement cette santé mentale et plus particulièrement les souffrances psychiques des jeunes post-Covid. Donc pour cela, je suis en compagnie d'Ingrid Potier, qui est coordinatrice à la Maison des adolescents du Tarn. Bonjour Madame Potier. Bonjour Madame Santoul. Mais aussi du docteur Fouché, qui est chef de pôle psychiatrie infanto-juvénile au Bon Sauveur d'Albi. Bonjour docteur. Bonjour Madame Santoul. Et de Patricia Loubet, qui est donc psychologue clinicienne à la Maison des adolescents, mais aussi au CMEP Enfants du Bon Sauveur. Bonjour Madame Loubet. Bonjour. Alors, l'adolescence est un bouleversement pour le jeune qui perd les repères de son enfance. Donc, ce bouleversement peut se manifester par un repli sur soi, par de l'anxiété, voire par des problèmes de comportement. Donc, pour évoquer ces souffrances psychiques, je laisserai la parole à nos intervenantes afin qu'elles puissent se présenter, mais également présenter les ressources qui existent au niveau du département du Tarn. Donc, nous poursuivrons par une présentation de la Maison des adolescents, donc avec Madame Potier, avec les missions, l'implantation, où se situent les permanences, comment s'y rendre. Nous évoquerons le contexte post-Covid chez les jeunes, mais aussi les signes de fragilité et de souffrance psychologique chez les jeunes accueillis au niveau de la Maison des adolescents. Et nous terminerons par une partie questions-réponses. Donc l'intervention durera une trentaine de minutes pendant lesquelles vos micros seront coupés. Vous pourrez toutefois poser vos questions et bien sûr interagir avec nous, avec les intervenantes, via l'onglet discussion de votre panneau de configuration. Donc surtout, n'hésitez pas à poser toutes vos questions et à intervenir. Donc comme pour tous nos webinaires santé, vous pourrez visionner ou revisionner le replay directement sur la chaîne YouTube de l'Assurance Maladie du Tarn. Et si vous êtes intéressé par nos webinaires et nos thématiques santé, n'hésitez pas soit à vous abonner à la chaîne YouTube ou bien à consulter le programme des webinaires sur le site amélie.fr dans la rubrique Actualité locale. Je laisse maintenant la parole à nos intervenantes et je vous retrouve tout à l'heure. Bonjour à tous et à toutes. Donc, la Maison des adolescents du Tarn, c'est un lieu qui est dédié aux adolescents et aux jeunes adultes, puisqu'on y accueille un public qui va de 11 ans à 25 ans. Et c'est un lieu qui est dédié également à toutes les problématiques adolescentes, quel qu'en soit le thème. Les adolescents, les jeunes adultes peuvent venir nous voir pour différents sujets. À la fois parce qu'ils rencontrent des difficultés, parce qu'ils peuvent effectivement avoir des signes de mal-être, mais aussi parce qu'ils se posent des questions. Et ce n'est pas forcément parce qu'ils vont mal qu'ils viennent à la Maison des ados, mais un certain nombre d'entre eux, effectivement, viennent pour ces questions-là ou parce qu'ils sont en difficulté dans leur rapport aux autres, dans la famille, à l'école. Pour en tout cas plein de raisons. Donc nos missions vraiment principales, c'est d'abord d'accueillir ces jeunes tels qu'ils sont, tels qu'ils se présentent, mais aussi d'être un espace d'accueil de leurs paroles, donc de pouvoir les écouter, d'être disponible à ce moment-là, sans jugement, sans leur apporter nécessairement de réponse. En tout cas, c'est construire avec eux ce cheminement, en tout cas qui est l'adolescence, de pouvoir aussi repérer des choses qui ne vont pas forcément très bien, de les aider à penser ça. Et puis pouvoir aussi les aider et les orienter, les accompagner vers des structures qui peuvent répondre à leurs besoins, à leurs demandes. Et donc il y a toute une équipe pour travailler sur ces questions-là avec les jeunes. Et quand on propose un accompagnement, en général, c'est plutôt de courte durée.
Et ils peuvent faire des allers-retours sur la maison des adolescents en fonction, là aussi, de leurs besoins, de leurs demandes. C'est à chaque fois du cas par cas. On n'a pas voilà, un protocole très particulier dans cet accueil. On accueille également, au-delà des jeunes, on accueille vraiment l'environnement, l'entourage de ces jeunes. Donc on peut accueillir des parents, on peut accueillir de la famille élargie et également des professionnels qui vont pouvoir aider aussi des jeunes à venir nous rencontrer sur la maison des adolescents. Et puis des parents qui peuvent venir soit avec leur ado, soit seuls, parce que parfois c'est compliqué pour les ados de venir et donc la demande elle est d'abord du côté des adultes. Et dans un deuxième temps, les adolescents peuvent venir ou parfois on rencontre les parents sans jamais avoir rencontré les adolescents, ce qui est un cas de figure qu'on peut rencontrer. Ensuite, on a vraiment des modalités d'accueil qui sont celles de la gratuité. Donc quand on vient à la maison des ados, c'est gratuit, il n'y a pas besoin de papier, de carte vitale, etc. On est vraiment un lieu ouvert à tous, quel qu'il soit. C'est l'âge en fait qui va vraiment distinguer cette possibilité de porte d'entrée en fait sur la maison des adolescents. On peut venir de façon anonyme. Et en tout cas, c'est toujours confidentiel, même si ce n'est pas anonyme, ça reste. Ce qui s'échange à l'intérieur de la maison des ados reste confidentiel. Ou alors, les choses peuvent s'échanger, mais avec l'accord du jeune. On est vraiment centré sur cette question du jeune. C'est toujours dans la libre adhésion, donc les jeunes ne sont pas forcés de venir ou de revenir à la maison des ados. Et puis, l'idée, c'est vraiment de s'adapter à chacun. Tel qu'il a envie d'utiliser aussi cet espace, puisqu'il lui est vraiment, il est pour lui à ce moment-là. L'implantation géographique, effectivement, on est donc départemental. On a différents lieux. En fait, il y a 4 lieux principaux d'accueil pour la maison des ados, donc Albi, Castres, mais on a aussi une permanence à Carmaux, une autre permanence à Groyer. Et puis après, on s'appuie aussi sur 2 autres permanences du point accueil écoute jeunes qui se situent à Gaillac et à Mazamet. Et voilà, on est une équipe en fait qui regroupe en fait différents professionnels qui sont mis à disposition de différentes institutions ou associations. On travaille tous ensemble pour pouvoir apporter des réponses les mieux adaptées en fait pour les jeunes qui souhaitent rencontrer en fait des professionnels et parler un petit peu de ce qu'ils sont en train de vivre. Pour nous joindre, en tout cas, c'est assez simple. Il y a un numéro de téléphone. Je vais le donner, mais vous le retrouverez par la suite à l'issue du webinaire. Donc, c'est le 05 67 57 71 03. Et à partir de ce numéro de téléphone, vous pourrez prendre rendez-vous avec Evelyne, qui est la secrétaire qui vous accueillera au téléphone et qui pourra vous demander où est-ce que vous souhaitez être accueilli, sur quelle implantation. Voilà grosso modo pour présenter assez succinctement et rapidement la structure. Et puis peut-être du coup rebondir sur le sujet qui nous réunit, ou à moins que vous souhaitiez... Je me présente juste pour faciliter un peu les choses. Donc, je suis le docteur Florence Fouché. Je suis chef de service en pédopsychiatrie sur le Tarn Nord. Et donc, c'est tous les dispositifs de soins qui s'adressent donc aux enfants, aux adolescents de 0 jusqu'à 18 ans. Et donc là, on est vraiment sur la partie soignante, vraiment troubles psychiatriques, troubles psychiques. Et donc là, en particulier pour l'adolescent. Et donc, nous nous trouvons sur tout le Tarn Nord, contrairement à la Maison des Ados qui est un dispositif départemental. Et donc, pour notre part, nous couvrons donc toute la partie nord du département et nous sommes particulièrement localisés sur Albi, sur Gaillac et sur Carmaux. Voilà. Donc peut-être pour préciser, nous avons comme dispositif à la fois des centres de consultation qui sont donc les CMP qui sont répartis sur l'ensemble du département Nord, et aussi pour les adolescents, donc des accueils qui peuvent se faire de type équipe mobile, des accueils qui peuvent se faire en hôpital de jour, et aussi des hospitalisations temps plein. Voilà. Je passe la parole donc à ma collègue Patricia Loubet qui travaille également sur notre structure.
Merci. Oui, donc j'interviens effectivement sur la maison des adolescents et également sur le centre médico-psychologique pour enfants de la Fondation du Bon Sauveur d'Albi. Mais il est vrai qu'aujourd'hui, je vais plus parler, je dirais, depuis ma pratique et ma clinique, la pratique que j'ai à la maison des adolescents. Alors peut-être justement pour revenir un peu au thème qui nous réunit aujourd'hui, la question qui se pose, c'est est-ce que finalement il existe une souffrance psychique des jeunes qui est spécifique dans ce contexte qu'on a pu vivre au niveau de la crise sanitaire et surtout de la période de confinement et de post-confinement en fait? Disons que l'adolescence est une période particulière. C'est une transition parfois délicate entre l'enfance et l'âge adulte, où il s'agit de consentir à quitter le giron familial pour se tourner vers un monde où l'on doit prendre place. Tout est à faire. Quitter la sécurité de la position d'enfant passe par le désir de sortir, de rejoindre des amis, de parler avec eux. Le confinement a donc été un frein à cette émancipation. Parfois, le souvenir amer d'une assignation à résidence reste en mémoire chez les jeunes, mais globalement, je dirais qu'ils sont passés à autre chose. En tout cas, le confinement a été une parenthèse très particulière, qui a eu l'effet, je dirais, d'une étrange expérience. Les institutions ont fermé, le monde a cessé un temps sa course folle. Ce que l'on pensait inébranlable, solide comme un roc, de toute éternité, s'est arrêté. Les adolescents, je trouve, ont été très sensibles à cette situation. Quelque chose leur est apparu fragile dans l'ordre des choses. Bon, si l'on ajoute à cela la crise climatique, alors il me semble que les jeunes ressentent parfois un manque de confiance en l'avenir. Est-ce que c'est une souffrance ? C'est en tout cas, je dirais, un élément qui ne favorise pas toujours l'entrée dans l'âge adulte. Mais bon, ils avancent. En réfléchissant à cette émission, je me disais qu'une chose qui n'a pas été simple, après le confinement, ça a été le retrait du masque. C'est-à-dire que pendant le confinement, ils étaient cachés derrière leur masque et ils n'avaient plus, ou moins en tout cas, à se préoccuper de l'image qu'ils donnent aux autres, de l'image qu'ils renvoient. Ce qui fait que lorsqu'il a été question de retirer ce masque, il y a eu vraiment de grandes sensibilités à ce moment. Voilà, certains étaient très sensibles aux remarques qui étaient faites et certains ont même pu dire qu'ils avaient l'impression d'être nus. Voilà, un petit peu, je dirais, ce qui s'est passé pendant le confinement et ensuite... Je peux éventuellement rajouter peut-être quelque chose, Patricia, par rapport à cette question, donc là, plus d'un côté de la psychiatrie peut-être, et de ce qui a été constaté au niveau en particulier des gestes suicidaires, des choses dont on peut parler, et de l'augmentation des troubles psychiques qui ont pu être constatés pendant cette période. Il y a eu quand même un événement assez spectaculaire dans les suites immédiates du confinement, c'est-à-dire que pendant quelques semaines, quelques mois, il n'y a pas eu tellement de répercussions sur les troubles psychiques, mais on a pu les voir ensuite augmenter de façon massive à partir du mois de mai. C'est-à-dire que vous vous souvenez de cette période de confinement. Et puis au mois de mai, soudainement, au niveau des soins, on s'est retrouvé avec cette augmentation impressionnante du nombre de difficultés, de passages aux urgences en particulier. Et donc, à ce moment-là, les choses se sont emballées. Il se trouve qu'actuellement, à partir du mois de juin, je crois, les choses s'apaisent un petit peu. Mais on se retrouve donc avec une période extrêmement longue comme ça, avec une augmentation tout de même des recours aux soins et de difficultés au niveau de la souffrance psychique. Donc, qu'est-ce qui se passe à ce moment-là ? Quel est le retentissement ? Et on s'aperçoit quand même que des modifications très importantes au niveau de nos structures sociales ont un retentissement sur les équilibres psychiques internes.
Et donc, à ce moment, voilà, on se retrouve avec cette question qui nous occupe, de savoir aussi en quoi la société a un impact sur la santé de nos jeunes. On est sur une sorte d'exemple où effectivement le retentissement est évident et la question est de comprendre un petit peu comment ça a pu avoir un impact sur eux. Est-ce qu'on peut dire aussi que du coup le post-confinement a pu révéler des fragilités chez certains jeunes? Oui, c'est-à-dire que c'est essentiellement l'expérience qu'on a pu avoir, c'est-à-dire que le confinement et sa sortie a révélé des fragilités qui étaient déjà là. Pour certains, le confinement a été, je dirais, une bénédiction, mais pour d'autres, ça a été véritablement un cauchemar. Pour ces jeunes, en tout cas, le Covid est venu mettre à mal un processus psychique important, et en particulier à l'adolescence. Ce processus est celui de la séparation. Pour le définir en quelques termes, en quelques mots, je dirais que la séparation, c'est de la construction d'un espace subjectif propre à chacun, qui permet ensuite de se faire sa propre opinion, de s'individualiser, de construire et de renforcer sa personnalité pour aller vers des expériences nouvelles qui vont exiger des remaniements. Oui, donc ces phénomènes dont vous parlez, Patricia, de séparation, individuation, parce que ce sont ces éléments essentiels qui vont se mettre en place pendant cette période charnière de l'adolescence. Ce sont donc des moments essentiels, mais qui nécessitent bien entendu des liens avec l'extérieur, des expérimentations dans les liens, dans les relations, dans les affects, et un éloignement par rapport au milieu familial qui, d'un seul coup, n'a plus eu lieu, et les jeunes se sont retrouvés donc en panne de lien avec leur père, en panne de lien avec les professeurs, en panne de lien, même si beaucoup de choses se sont développées avec beaucoup d'imagination sûrement, mais pour certains, cette rupture a été particulièrement douloureuse, et on peut imaginer aussi dans certaines familles, là où préexistaient certaines fragilités, certaines difficultés d'ambiance, d'organisation familiale, les choses sont devenues là particulièrement difficiles. Ce qui est noté aussi par rapport aux articles qui ont pu sortir, aux méta-analyses de cette période-là, c'est que ce qui a été noté comme facteur essentiel est la question de la solitude, du vécu de solitude, et cette solitude particulièrement, alors pas forcément une solitude complète, ça peut être une solitude même au sein de sa famille, c'est-à-dire que le repli en lui-même fait solitude, et cette solitude en particulier, elle a un effet particulièrement néfaste sur la durée, c'est-à-dire que le phénomène de durée de cette solitude a une répercussion là sur des effets qui peuvent devenir dépressogènes pour les jeunes. Et du coup, comment ça a pu se traduire en fait pour ces jeunes, cette question du cauchemar, de quelque chose de très vécu de façon très douloureuse, difficile en tout cas, des situations que vous avez pu rencontrer? Oui, je vois 3 points essentiellement sur la question du confinement cauchemar. C'est-à-dire que certains ont été coupés dans un élan vital, un élan qui était déjà fragile, mais qui était présent. Pour certains, je pense à une jeune en particulier, elle a vraiment eu le sentiment qu'elle était abandonnée par les institutions. Elle s'était vraiment préparée à son départ vers une ville loin de son lieu d'habitation. Et il était inenvisageable, une fois que le confinement est arrivé, de refaire ce saut une fois de plus dans quelques mois. Ou, en tout cas, on ne savait pas très bien à l'époque combien de temps le confinement allait durer, mais c'était inenvisageable en fait de différer ce à quoi elle s'était préparée. Donc c'est vrai que cet aspect du confinement cauchemar, ça a été parce qu'il y a eu une sorte d'arrêt dans un désir qui était déjà, je dirais, assez fragile. Après, il y a les jeunes qui ont eu à subir des violences, beaucoup de reproches au sein même de leur famille. C'est vrai que ceux-là ont eu, je dirais,
voilà, à entendre des reproches, des tensions. Et c'est vrai que ça a eu des répercussions pour certains au niveau de leur construction narcissique parce que voilà, ils se sont vus exposés à leur propre manque finalement. Difficile ensuite de se séparer de cette identification à être à un reproche ou à un manque. Et puis il y a, c'est ce que vous disiez tout à l'heure, docteur Fouché, ceux qui se sont retrouvés vraiment très seuls et qui se sont branchés pour beaucoup sur les réseaux sociaux pour surmonter, je dirais, cette période. Alors bon, ce branchement sur les réseaux sociaux, c'est pour le meilleur comme pour le pire. En tout cas, le collège qui finalement assurait un vivier, on retrouvait des amis, on retrouvait d'autres jeunes. Une fois que le confinement est arrivé, c'est vrai que certains jeunes ont été plongés vraiment dans une profonde solitude qui les a remis en question, je dirais, profondément. Donc il y a la question effectivement de cette solitude, et puis il y a aussi, il me semble, tout ce que le confinement a apporté comme changement radical pour certains d'entre eux, dans le fait qu'il y avait donc antérieurement déjà des problèmes d'anxiété qui, au moment donc du confinement, se sont retrouvés en protection par rapport à des lieux qui étaient pour eux des lieux difficiles. On pense au scolaire, bien entendu, hein, puisque on vit actuellement des grandes périodes de déscolarisation dont on reparlera un peu tout à l'heure, mais voilà, les jeunes se sont retrouvés en pause, et pour ceux qui étaient gênés par l'institution scolaire, qui étaient dans des efforts avec beaucoup d'anxiété pour se rendre dans les dispositifs scolaires, là, il y a eu une sorte de pause, mais là d'une pause, une pause forcée et une pause qui soulage. C'est-à-dire une pause où vraiment l'anxiété disparaît. Donc ça veut dire vivre pendant toute cette période du confinement, puisqu'il y a suivi avec les réaménagements variés autour des visios avec les professeurs, en tout cas un moment où la question de l'anxiété, on en était dispensé. Et la reprise ensuite a été pour certains extrêmement difficile aussi, dans l'idée de se remettre dans ces situations complexes pour eux. Et c'est là qu'on se dit aussi que ce post-confinement, finalement, il a révélé aussi des fragilités qui étaient préexistantes. Et c'est là que ça rejoint ce que vous décriviez, Patricia, hein, de la préexistence de troubles qui sont révélés par ce moment du confinement et de l'arrivée de ce virus. Et donc du coup, on peut dire que voilà, pour certains jeunes, ça a été un cauchemar, mais finalement, pour d'autres, on voit une sorte de bénédiction, en tout cas quelque chose de plutôt positif à ce moment-là qui s'est révélé. Oui, alors bénédiction, il faut mettre des guillemets, c'est-à-dire que ça a permis d'apaiser quelque chose qui était en tension de façon assez dramatique. Je pense à ceux effectivement qui avaient déjà beaucoup de mal à aller à l'école, mais qui tenaient le coup, parce que finalement ils étaient portés par l'obligation scolaire, et le fait que finalement cette obligation, elle valait pour tous. Donc ces jeunes, lorsqu'ils ont été assignés à résidence, si je puis dire, ont eu une difficulté ensuite à se séparer de leur chambre, de leurs parents, lorsqu'il a fallu sortir à nouveau. Je me rappelle d'une jeune qui me disait je suis dans ma bulle quand je suis chez moi. Mais cette bulle, finalement, c'est pas tellement, je dirais, une intériorité. C'est plutôt que c'est le signe d'un fossé parfois très grand entre elle et l'autre qui fait qu'elle a du mal à faire le pari de la rencontre. C'est-à-dire que les fragilités narcissiques sont telles que le risque est trop grand pour aller vers les autres. Ou pour le laisser venir, d'une certaine manière. Donc voilà, le confinement a différé cet effort au quotidien, mais il s'est réactivé à la sortie du confinement. Donc c'est quand même un problème actuellement, vous le disiez tout à l'heure, le nombre de déscolarisations et de demandes de scolarité au CNED a vraiment très augmenté. Ce qu'il nous semble, c'est que la position des parents dans ces cas-là, elle est essentielle. Et puis voilà, il peut y avoir aussi l'aide apportée par des espaces de parole qui permettent d'interroger ce qui se passe, ce qui retient finalement un jeune chez lui. Les causes peuvent être multiples et parfois révéler des troubles psychiques graves. Bon, en tout cas,
Il s'agit dans ces cas-là d'aménager la scolarité, de prendre le temps de comprendre ce qui empêche un adolescent d'aller au lycée ou au collège. Ces jeunes sont d'ailleurs parfois de très bons élèves, et ce n'est pas la question de l'effort à fournir qui est en jeu, mais plutôt un empêchement qu'il s'agit de déterminer. Voilà. Pourquoi un jeune ne peut pas se séparer de sa bulle? Ça, c'est une question finalement qui est à examiner au cas par cas. Vous voulez rajouter quelque chose sur ce point? Juste rajouter par rapport à la question des institutions, puisque vous parliez du scolaire, hein, mais à partir du moment où l'ensemble des institutions se sont arrêtées sur l'ensemble de la planète, enfin, c'est quand même une situation tout à fait exceptionnelle et digne d'un scénario catastrophe qui avait peut-être été un petit peu imaginé déjà, mais enfin là on le vivait donc totalement réellement. Je pense que ça a eu quand même aussi un impact important sur quelque chose d'un petit peu effrayant quand même, pour les familles bien entendu qui ont vécu dans l'angoisse aussi la question du virus et des répercussions qu'elles pouvaient avoir, mais par rapport aux adolescents, sur le fait que des institutions qu'on leur vendait comme quelque chose d'indispensable, indissociable de leur vie et de leur avenir, soudain se sont arrêtées. Donc ces jeunes ont eu aussi à faire cette expérience vraiment étrange d'un seul coup que les adultes leur ont expliqué que finalement ce qui était indispensable ne l'était plus du tout et qu'on pouvait tout arrêter du jour au lendemain. Donc peut-être un effet aussi un petit peu assez effrayant à ce moment-là. Oui, pourquoi pas, de sidération. Oui, tout à fait. Et donc du coup peut-être en sortant, on sort quand même, on voit de cette période finalement. Covid, post-confinement, etc. Est-ce qu'on pourrait voir un petit peu qu'est-ce qui peut faire qu'on repère un peu des signes de souffrance, de mal-être, de difficultés, de problématiques en fait du côté des adolescents aujourd'hui, et qui pourraient aider un peu les adultes dans leur environnement à peut-être s'alerter, pas forcément toujours s'inquiéter, mais en tout cas avoir des petits repères comme ça qui nous aident à nous dire bon, quand même, ce serait intéressant d'en parler. Peut-être pour commencer juste à répondre à ce que vous décrivez là, il me semble qu'il y a la question de signes transitoires en fait, de troubles, de souffrance. La souffrance psychique, elle peut apparaître de façon assez classique à l'adolescence. En fait, chaque adolescent va pouvoir traverser un moment de repli, un moment de tristesse. Tout ça, c'est des choses qui sont classiques et forcées, un peu contraintes par rapport aux processus qu'ils sont en train de vivre. Vous décriviez ce moment charnière, particulièrement délicat à vivre tout individu, c'est-à-dire qu'on est vraiment sur une période très atypique, avec un début, on va peut-être le détailler un tout petit peu, mais vraiment c'est un phénomène exceptionnel dans la vie d'un individu, quelque chose qui survient de façon aussi brutale, avec des répercussions corporelles et des transformations massives, et puis toute une transformation, un changement de statut pour arriver au bout du compte à l'âge adulte et à une autonomie qui est demandée par la société. Et donc acquérir cette indépendance, tout ça dans un temps assez restreint, et pour aboutir à une métamorphose spectaculaire à la fin. Donc on est dans un temps vraiment très particulier, et bien entendu des moments où le jeune va avoir des petits temps d'effondrement transitoires, c'est quelque chose qui est tout à fait classique dans cette période de crise, puisqu'on est bien dans une période de toute façon qui fait crise dans ce que va devoir construire et fabriquer l'adolescent à ce moment-là. Donc oui, il y a des périodes de moments transitoires dans lesquels le jeune va se trouver mal, évidemment. La question peut-être pour les parents, ça va être dans le repérage, c'est la question de savoir s'il y a une répétition, c'est-à-dire si les choses reviennent, si un adolescent qui va passer une demi-journée enfermé dans sa chambre, on est sur quelque chose qui va pouvoir répondre à un moment particulier parce qu'il s'est passé quelque chose, parce que c'est réactionnel à une difficulté relationnelle, affective qu'il a pu vivre. Voilà, mais quand les choses se répètent, c'est quelque chose qui doit pouvoir là commencer à alerter.
Oui, ce que je pourrais rajouter, c'est que par rapport au confinement et à sa sortie, les jeunes en parlent finalement plus tellement. C'est une sorte de mauvais souvenir. Ceux qui en parlent encore sont finalement ceux qui ont vécu quelque chose d'assez compliqué, finalement. Alors, pour répondre à la question d'Ingrid Potier sur les signes finalement de souffrance à l'adolescence, je dirais que évidemment, l'adolescence est en soi une période pas simple, mais lorsqu'il y a un retrait qui est trop marqué, c'est-à-dire une demande aussi de ne pas aller au collège, au lycée, évidemment, des signes où on se coupe de l'autre, hein, c'est-à-dire que voilà, un adolescent n'a plus tellement d'amis, ou en tout cas s'isole. Ça, vraiment, ce sont quand même des signes forts. Bon, évidemment, des scarifications, ou en tout cas des choses un peu, voilà, un peu marquées. Bon, là, il faut effectivement s'inquiéter. Après, ce qui est compliqué, je trouve, et en particulier à l'adolescence, c'est que les jeunes ne savent pas toujours qu'ils vont pas bien. Et qu'en tout cas, ils ne savent pas forcément formuler leur mal-être, hein, ni même demander de l'aide. Donc c'est vrai que c'est important d'être attentif à des signes forts qu'il ne faut pas confondre effectivement avec cette période de l'adolescence qui implique des remaniements profonds. On continue. Je crois que du coup, on peut passer à des questions. Tout à fait. Merci beaucoup pour toutes Mélodie. ces explications. Donc, nous allons maintenant répondre à toutes vos questions. Donc, si vous n'avez pas encore eu le temps de les poser, vous pouvez toujours le faire dans l'onglet discussion de notre panneau de configuration. Alors, nous avons une première question qui est sur le chat. Donc, est-ce que les réseaux sociaux ont augmenté justement le mal-être chez les ados? Est-ce que ces réseaux sociaux ont... Vous qui avez un retour en fait sur peut-être des ados que vous voyez en consultation ou en échange individuel ou autre, est-ce que vous pensez que ces réseaux sociaux peuvent être responsables d'une augmentation du mal-être? Alors, si on parle uniquement de la question du confinement, je pense que les réseaux sociaux ont été un peu salvateurs à ce moment-là. C'est-à-dire que ça a été vraiment un support pour les adolescents, mais pas que, parce qu'on a tous cherché à être dans la créativité, l'innovation par rapport à ces outils précieux que peuvent être les réseaux sociaux et tous les dispositifs de visio qu'on a pu utiliser à ce moment-là. Après, à mon niveau à moi, la question des réseaux peuvent avoir des effets négatifs, mais c'est plus quelque chose qui est une problématique plus constante et sans lien particulier avec la crise Covid, où là, je pense que ça a été plutôt quelque chose d'aidant à nombreux moments. Juste peut-être une remarque ou deux. C'est vrai que tout dépend des rencontres que l'on fait sur les réseaux sociaux. C'est-à-dire que autant, effectivement, il peut y avoir quelque chose de créatif. Il ne faut pas forcément diaboliser les réseaux sociaux, mais il peut effectivement y avoir aussi de mauvaises rencontres plus problématiques. Après, ce que je trouve parfois compliqué avec les réseaux sociaux, c'est qu'il y a une sorte de connexion permanente, hein. Et même lorsque le lien de connexion est interrompu, quelque chose se poursuit dans l'esprit des jeunes et qui fait que parfois ils sortent un petit peu de ce qu'ils ont à faire, ou je dirais de l'engagement qu'ils ont à fournir au quotidien, et ils sont connectés en permanence. Ça, c'est peut-être, je dirais, un aspect problématique des réseaux sociaux. Je rajouterais juste, on a fait une journée spéciale sur ces questions-là, hein, sur les pratiques numériques avec les jeunes fin novembre, hein, avec les professionnels. Effectivement, ce qui ressort, il y a cette question effectivement de à quel moment je m'autorise à me déconnecter, à être déconnectée.
On voit aussi que ces outils numériques, réseaux sociaux, mais tous les outils numériques sont vraiment des outils qui vont aider aussi beaucoup de jeunes pour qui l'entrée dans le monde social, dans la relation aux autres en direct est compliquée. Et du coup, cette relation à distance facilite finalement la possibilité de se socialiser. Et puis la plupart des jeunes qu'on a interrogés ont quand même une appréhension de ces réseaux, de ces outils qui font partie de leur quotidien. Donc ils les connaissent bien, ils en ont une expérience. Et puis je rajouterais, et là du coup ça s'adresse aussi aux adultes, aux parents, ce que disent les jeunes et ce qu'on a pu interroger au cours de cette journée, c'est l'importance de l'accompagnement des adultes aussi sur ces outils. Donc pas forcément une surveillance non-stop, mais en tout cas un accompagnement, c'est-à-dire comment on fait pour s'intéresser à ce qu'ils font sur ces outils, qu'est-ce qu'ils en retirent, comment ils fonctionnent, enfin voilà. Et les jeunes attendent aussi cette possibilité des adultes de les accompagner dans cette, non pas dans la maîtrise de ces outils, parce qu'en général ils en savent beaucoup plus que nous, mais plutôt dans comment ils font, comme dans la vie finalement, et dans toutes les activités qu'ils feraient par ailleurs en dehors de ces réseaux-là. Super, merci pour ces réponses. Alors, nous avons des remarques au niveau du chat avec une personne qui travaille dans un collège et qui nous dit constater effectivement une explosion de l'utilisation de ces réseaux sociaux, même chez les plus jeunes, dès 11 ans, effectivement, et où effectivement il constate de plus en plus de situations conflictuelles qui prennent vraiment d'ampleur dès lors que ces jeunes ne peuvent plus se connecter aux réseaux sociaux. On sent comme une espèce de manque au niveau des réseaux sociaux. Donc c'est vrai que ça pose question même au niveau des collèges. Donc c'est vrai que c'est assez, comme vous le disiez, il y a une éducation à faire au niveau de ces réseaux, tant au niveau du jeune qu'au niveau des parents, du moins que les parents puissent être tenus informés. Alors nous avons une autre question. La construction de l'adolescent vers l'âge adulte a-t-il été ralentie cette construction de l'adolescent a-t-il été ralentie par ce confinement? Et finalement, est-ce que cette pause a-t-elle mis est-ce que ce confinement a-t-elle mis en pause le développement psychosocial de certains jeunes? Est-ce que ce Covid a eu une incidence sur le développement sur l'adolescence finalement, puisque c'est la continuité du développement des jeunes? Est-ce que cette pause, ce Covid, ce confinement a-t-il eu un impact justement sur le développement des jeunes? Oui, c'est une question très intéressante. Effectivement, on imagine que pour certains, encore une fois, parce qu'il s'agit bien de certains pour lesquels ce confinement a eu un impact, on sent bien que certains jeunes on parlait de l'anxiété en particulier, ça a été mis en parenthèse à ce moment-là, les symptomatologies ont été mises en parenthèse et donc il y a eu cet effet de mise en pause, mais la reprise effectivement ensuite a été tout aussi d'autant plus douloureuse en fait qu'il y avait eu cette expérience de la baisse de l'anxiété et de devoir se remettre dedans était particulièrement douloureux et avec les répercussions scolaires, je pense qu'on a pu constater là plus récemment. Oui, disons que le confinement, je dirais pour une grande majorité de jeunes, ça a été de les retenir à la maison. Maintenant, une fois que ça a été passé, cette période, les choses ont repris, je dirais, un cours normal. Pour cela, finalement, ça a différé sans avoir une incidence, je dirais, catastrophique. Tout ce qu'on a voulu un petit peu montrer, c'est que ça a eu une incidence pour ceux qui avaient déjà des fragilités, et notamment des fragilités au niveau de ce que l'on a appelé la séparation, c'est-à-dire une séparation avec le fait de quitter le giron familial. Là, effectivement, ça a été plus compliqué, je dirais. Merci pour ces réponses. Alors, nous avons un témoignage d'une personne qui nous dit que sa fille de 13 ans est très angoissée. Elle a beaucoup de mal à s'exprimer à l'oral, notamment à l'école, et elle se sent mal dès qu'elle est dans la foule. Elle nous indique qu'elle est séparée de son... elle s'est récemment séparée de son papa. Et donc, elle dit que elle a des soucis, cette jeune fille a des interrogations, et elle est en demande. Elle souhaiterait effectivement consulter et du moins avoir un appui. Et donc sa maman nous demande
voilà, comment trouver, vers qui se tourner finalement, quel type de personne, voilà, quel réflexe elle peut avoir, vers qui elle peut se tourner pour pouvoir aider sa fille. Alors, peut-être, déjà, si cette jeune fille est déjà en demande, je dirais que c'est déjà une première étape, parce que beaucoup d'adolescents, nous on essaye à la Maison des adolescents d'être un lieu vraiment ouvert, disponible, et c'est jamais simple de pousser la porte. On ne sait pas trop ce qui va se passer derrière, qui on va rencontrer. La confiance, elle s'établit au fur et à mesure, pas d'emblée. Donc, bon, déjà, si cette jeune, elle est en demande de rencontrer quelqu'un, c'est déjà, je dirais, une partie du travail qui est fait. Et du coup, le plus simple, c'est si elle souhaite rencontrer quelqu'un, elle peut effectivement prendre contact avec le secrétariat de la Maison des ados, appeler et puis voir si elle souhaite rencontrer un professionnel en particulier ou pas vraiment. Enfin voilà, c'est très ouvert sur le Est-ce que premier vous pouvez accueil. peut-être rappeler les horaires justement au niveau de la Maison des ados? Alors, nous, on est ouvert vraiment toute la semaine, du lundi au vendredi. Donc, le secrétariat, il est ouvert aux horaires de bureau, classiques, 9h, 12h30, 13h30, 17h, 18h, 17h30, ça dépend des jours, mais à peu près voilà, en journée. Et sinon, il existe aussi tout le secteur libéral quand même. Les parents peuvent aussi s'adresser à des psychologues qui ont des cabinets et qui peuvent aussi recevoir dans ce contexte. Il y a des dispositifs, on en parlera peut-être après, voilà, Mon Psy. Nous, on a aussi un autre dispositif qui permet de solliciter aussi un réseau de psychologues avec lesquels on travaille et qui peuvent prendre, en tout cas, on a un budget pour l'instant qui permet de prendre en charge quelques consultations psychologiques. Donc, il y a plein de possibilités. Et après, pour les adolescents, là où je pense un peu plus en retrait, en difficulté pour rentrer en lien directement avec des structures, les parents peuvent vraiment venir aussi nous rencontrer sans l'adolescent. Et on peut commencer aussi à travailler cette question-là, comment faciliter l'accès à la Maison des ados là-dessus. Mais c'est vrai que rencontrer un psy, qu'il soit psy, souvent les psys, voilà, c'est comme ça qu'on vous nomme, donc les psychologues, les pédopsychiatres, et les psychiatres, c'est pas très clair pour le public. Donc comment on peut aider finalement le public à mieux cerner ces différents métiers? La question de la psychiatrie est en soi quelque chose de complexe, parce que on peut pas nier qu'il y ait quand même une stigmatisation évidente de cette spécialité dans la population générale. Et il me semble que déjà la question de savoir que les parents puissent approcher cette question, se familiariser avec, se rassurer et être suffisamment rassurés par rapport à cette question pour se dire que c'est une aide qui est apportée, que c'est un choix, que c'est de leur responsabilité aussi de faire cette démarche active. Mais ça, en soi, c'est déjà déstigmatiser cette question pour leurs jeunes. Parce que, bien entendu, l'adolescent, lui, va très bien sentir s'il y a une réticence déjà à aller vers ce type d'aide. Que ce soit la Maison des ados pour une aide par rapport à une souffrance plus simple ou une souffrance plus complexe. Donc, il me semble que déjà, cette question de la déstigmatisation, de pouvoir comprendre comment ça fonctionne, d'avoir bien en tête la nécessité de ces modifications psychiques et qu'elles peuvent être accompagnées parce que c'est vraiment pas évident de traverser cette période-là. Ça, c'est vraiment intéressant que les parents se saisissent de ça pour accompagner la démarche, voire la faire eux-mêmes, parce qu'au niveau des soins psychiques et psychiatriques, ils peuvent aussi être reçus en première intention si le jeune est en refus, par exemple, de venir, où il y a des équipes aussi qui peuvent éventuellement se déplacer dans les situations les plus complexes, bien entendu. Je voudrais juste faire une remarque par rapport à cette maman qui pose une question, parce qu'elle a dit quelque chose de très important. Elle dit que sa fille a du mal à prendre la parole. Donc elle a déjà une petite idée, cette jeune, de ce qui est compliqué pour elle. Et donc elle en a parlé à sa mère. Donc il y a déjà cette
voilà, ce point qui est isolé et qui est important parce que ça cerne quand même où se situe en partie, je dirais, le malaise. Alors je trouve d'autant plus important que cette jeune vienne parler, c'est-à-dire qu'elle vienne prendre la parole en son nom et qu'elle puisse s'adresser à quelqu'un finalement pour se lancer. Ça vraiment, je trouve que pour le coup, la question est formidable parce que c'est extrêmement indiqué là d'adresser voilà, une jeune qui a déjà fait un pas en avant et qui peut en faire d'autres. Et je dirais aussi pour compléter juste que non seulement elle a commencé à parler de sa difficulté, à l'exprimer, mais que du coup on a un symptôme, il y a quelque chose de très précis qu'elle a pu détailler, qu'elle a pu transmettre aussi et expliquer à sa mère. Donc on est déjà avec un point de départ extrêmement intéressant et avec la question que comment on va pouvoir aider cette jeune à interpréter, comprendre son symptôme pour pouvoir le dépasser. Hein, donc on a déjà vraiment un point de départ, c'est extrêmement positif, intéressant. Merci beaucoup. Alors nous avons une autre question. Comment peut-on redonner un élan positif à un ado qui, depuis le confinement et avec les conditions, les actualités, hein, si je puis dire, ne voit aucun intérêt aux choses de la vie et sombre petit à petit avec des idées noires et des prises de conduite à risque. Donc voilà, une espèce de mal-être depuis le Covid, enfin depuis le confinement qui perdure et voilà, cette personne nous demande comment redonner un peu de positif, comment rebooster ce jeune. Est-ce que vous auriez des astuces ou des conseils à donner justement aux parents ou aux proches de personnes qui sont dans ce cas-là? Alors, bon, on n'a peut-être pas tout le contexte, donc on ne peut pas partir sur une consultation comme ça, là, forcément, hein, mais il me semble là qu'il y a quelque chose peut-être, est-ce qu'il y a, par exemple, une rupture de contact, on a l'impression que peut-être il y a quelque chose qui s'essouffle du côté parental et qui est peut-être en difficulté pour trouver la piste. Donc là, peut-être qu'effectivement, on est sur une gradation un petit peu plus délicate. On a quelque chose qui s'est un petit peu installé chez ce jeune, parce qu'on parle de quelque chose qui dure depuis le confinement. Donc là, on commence à s'en éloigner beaucoup. Peut-être qu'il y a effectivement une bonne raison de s'inquiéter un peu plus et de là aller faire une recherche au niveau des soins, peut-être plus directement. En tout cas, de la question de savoir faire intervenir des tiers. Hein, c'est-à-dire qu'on ne doit pas être tout seul en tant que parent. Il y a des moments où c'est extrêmement difficile de trouver l'échange, que l'échange est rompu parce que pour l'adolescence, ça peut être aussi, la parole est quelque chose qui peut être extrêmement complexe et quelque chose qui n'est pas la voie d'accès avec l'adulte. Et ça va passer donc par des actes, par des postures, par des replis, par des passages à l'acte éventuellement, le fait de pouvoir même se faire du mal ou cette tristesse intense qui apparaît chez ce jeune. Donc là, effectivement, peut-être qu'il y a besoin aussi que quand les parents sentent leurs limites et qui n'ont plus la capacité d'être en relation et de garder un contact avec leur jeune, de passer la main, d'aller chercher les tiers nécessaires, que ce soit dans l'environnement familial, affectif ou auprès des professionnels. Oui, il ne faut pas avoir honte, voilà, au contraire, hein, il faut pouvoir aller se dire qu'on a atteint une limite, comme vous le disiez, et pouvoir aller chercher l'aide d'une tierce personne qui pourra justement peut-être insuffler ou aborder les choses d'une manière différente, comme vous le disiez. C'est-à-dire que cette démarche active, c'est vraiment ça, la question de la posture parentale. Hein. Être parent, c'est d'être dans des responsabilités lourdes. Hein, et c'est ça qui est difficile. Mais pour accompagner un adolescent, le parent doit être dans cette question de sa responsabilité et de continuer à tenir des limites rassurantes, sécurisantes autour du jeune. Et dans cette prise de position, le parent vient apporter aussi cette sécurité aux jeunes, lui dire il y a des solutions, il y a des possibilités et on va t'accompagner vers ces solutions. Merci. Alors, nous avons une infirmière scolaire qui nous indique remarquer de plus en plus, enfin une augmentation justement de phobie scolaire. Hein, et elle indique que voilà, ils se sentent, l'équipe se sent démunie face à ces situations-là.
en tant qu'infirmière ou autre, quelles sont les solutions en tant que peut-être même, on peut élargir l'infirmière scolaire au niveau du collège ou peut-être même en tant que partenaire, quels conseils pourriez-vous donner justement à ces partenaires ou à ces équipes qui travaillent avec des jeunes? Quels conseils pourriez-vous leur donner? Comment orienter justement ces jeunes ou du moins ces partenaires qui se retrouvent confrontés à de plus en plus soit de phobies scolaires, soit peut-être de questions au niveau de souffrances psychiques pour lesquelles ils n'ont plus la possibilité au jour d'aujourd'hui d'apporter de solutions. Oui, il me semble qu'on a un petit peu parlé de ça tout à l'heure, c'est-à-dire qu'après le confinement, il y a eu une explosion, je dirais, de déscolarisation ou en tout cas de difficultés pour revenir au collège ou au lycée. Donc effectivement, ça vient révéler quelque chose qui était déjà compliqué. Difficile a priori comme ça de répondre à la question. Et il faut essayer de voir avec les jeunes en question, voilà, s'ils ont quelque chose à dire par rapport à ce qui leur arrive, voir si effectivement les parents sont au courant, s'ils sont en mesure d'accompagner. Et voilà, il s'agit effectivement d'essayer de repérer ce qui fait obstacle au retour au collège ou au lycée. Après, c'est vrai que c'est une des conséquences du confinement, cette recrudescence je dirais, de phobie scolaire. Juste pour ajouter peut-être que la question de l'intrapsychique et de l'extrapsychique et du lien avec l'extérieur, peut-être c'est des repères qui peuvent nous aider. C'est-à-dire qu'il y a effectivement la prise en compte de la souffrance même du jeune, et puis la question aussi de comment on va pouvoir faire réseau tous autour en tant qu'adulte. C'est-à-dire que c'est là que la question de la société, la façon dont elle va réagir à cette question du confinement, mais des souffrances de l'adolescent en général, est intéressante. C'est-à-dire qu'il faut aussi faire société autour du jeune qui va mal, et que la question de l'infirmière scolaire, elle ne doit pas rester effectivement toute seule avec cette question-là. C'est quelque chose qui va se passer avec les parents, qui va se passer avec l'entourage plus large, avec les amitiés, mais aussi avec les professionnels. Et donc là, il va falloir au fur et à mesure, en fonction de l'intensité, aller chercher les différents partenaires pour essayer de construire et constituer autour de l'adolescent un réseau sécurisant qui va essayer de porter pour passer cette étape particulièrement délicate. Donc de ne pas être tout seul, travailler tout ce qu'il peut y avoir autour du jeune, et puis lui donner l'occasion de pouvoir se pencher sur sa souffrance intrapsychique. En tout cas, voilà, il s'agit, je crois, aussi d'être attentif à ce que ces jeunes disent. Parce que dans le fond, même si ce n'est pas toujours évident de formuler ce qui les empêche d'aller au collège ou au lycée, il y a toujours quand même dans leurs propos l'indice de ce qui fait difficulté pour eux, lorsqu'ils arrivent à articuler quelque chose, évidemment. Et je rebondirai effectivement là-dessus, c'est-à-dire qu'en tant qu'infirmière scolaire, la Maison des ados est aussi à disposition des professionnels. C'est vraiment un lieu aussi ressource pour appui, pour essayer de construire aussi cette question du travail en réseau ensemble autour d'une situation ou en tout cas autour d'une problématique, et essayer de trouver aussi ensemble éventuellement des solutions, ou en tout cas des actions qu'on va pouvoir mener ensemble. Bien sûr, alors il y a les infirmières scolaires et puis les partenaires plus largement. Oui. Nous avons une personne qui parle effectivement du dispositif des promeneurs du net. Également, est-ce que vous pouvez peut-être nous en dire quelques mots? Oui, ça fait partie des ressources. Comment être disponible finalement sur Internet. Et l'idée des promeneurs du net, donc c'est un dispositif qui est porté par les CAF. Donc c'est national. Et l'idée, c'est d'avoir une présence éducative sur les réseaux sociaux, donc avec des professionnels qui ont différents types de profils, mais qui vont
Donc ça peut être des animateurs. Sur la maison des ados, c'est Sandra qui est médiatrice sociale et qui donc fait une présence de 4 heures hebdomadaires sur les réseaux. Et là où les jeunes peuvent lui poser des questions, elle peut aussi poster des choses, être là en tout cas disponible à ce moment-là pour les jeunes, mais également pour les parents, puisqu'il y a Promeneur du Net qui est en train de se développer du côté du soutien à la parentalité. Donc il y a plein de ressources en fait qui existent localement ou sur Internet dont chacun peut se saisir. Super, merci. Alors, on a pas mal de témoignages, effectivement, de parents qui sont séparés, qui ont des jeunes, effectivement, des enfants qui sont dans la tranche d'âge jeune concernés, qui nous font part voilà, de leur vécu et des difficultés qu'ils rencontrent, notamment lorsqu'il y a une séparation. Parfois, les parents ne s'entendent pas forcément bien. Donc, effectivement, si un jeune... alors exprime ou non, mais du moins vit, si le parent constate un mal-être vis-à-vis du jeune, ces parents-là nous font part de leurs difficultés pour justement entrer en communication avec ces jeunes qui parfois s'isolent et ne communiquent pas. Donc justement, quels conseils pourriez-vous donner à des parents pour qui la discussion avec l'enfant est rompue, du moins comment réussir à renouer un peu pas un lien, mais une communication avec ce jeune, un dialogue pour pouvoir justement que le jeune puisse exprimer son ressenti. Vous voulez ? Alors, il y a plusieurs cas de figure, c'est-à-dire que lorsque les jeunes ne disent plus rien, ou en tout cas sont vraiment en retrait et coupés, je pense qu'en tant que parent, il faut s'avancer, il faut dire ses inquiétudes, sans toutefois interpréter à outrance ce qui se passe. C'est-à-dire, dire « je m'inquiète, qu'est-ce qui se passe ?» et essayer finalement de tendre la perche pour créer, je dirais, les dispositions pour que les jeunes prennent la parole, pour que l'adolescent prenne la parole. Ça, c'est précieux. Il ne faut pas parler à leur place. Et il ne faut pas non plus, je dirais, les laisser seuls dans leur silence. Donc, je dirais peut-être de temps s'avancer, dire quelque chose, dire on s'inquiète, qu'est-ce qui se passe, et sans toutefois trop interpréter les choses, demander aux jeunes d'exprimer ce qui lui arrive, si effectivement il arrive à en dire quelque chose. Et puis proposer d'autres recours extérieurs à la famille. C'est vrai que souvent les jeunes n'ont pas nécessairement envie de parler à leurs parents, parce que pris dans des conflits de loyauté, surtout dans le cas des séparations comme ça, qui peuvent s'avérer conflictuelles. Donc c'est vrai que là, je dirais que le tiers est d'autant plus, recommandé. Oui, le tiers, et puis il y a plusieurs façons. Alors là, des fois, on ne peut plus prendre parole, effectivement, parce que l'adolescent s'oppose et se mure dans un silence. Mais il y a plein de façons d'être en action, de garder le lien, en fait, et de tenter de rester vis-à-vis du jeune dans une tentative de communication qui peut passer par d'autres choses même que la parole. Ça peut être des actions, une présence, une disponibilité, et puis effectivement l'appel à des tiers qui peuvent venir aider cette famille à un moment où elle est en difficulté. Et je dirais juste, c'est pour ça aussi que sur la maison des ados, on est vraiment dans l'idée d'être dédié, et d'avoir des espaces dédiés pour le jeune, donc qui va rencontrer un professionnel. Ce qui va s'échanger avec ce professionnel va rester entre ce jeune et ce professionnel. Les parents seront sur l'extérieur, ce qui n'est pas toujours facile à accepter aussi, de ne pas en savoir quelque chose de ce qui va s'échanger, mais des fois c'est le moyen de renouer aussi ce dialogue. Et on peut aussi proposer des espaces spécifiques pour les parents, avec d'autres professionnels. Et donc, du coup, chacun ayant son propre espace
pour essayer de comprendre un petit peu les enjeux qui se passent. Et c'est d'autant plus vrai quand les couples sont en séparation, parfois en conflit. C'est bien de pouvoir aussi avoir un autre espace pour en parler, un espace pour les adultes, et se mettre un peu en retrait pour le jeune à ce niveau-là, quoi. Super, merci beaucoup. Alors, nous avons le témoignage cette fois-ci d'une personne qui est promeneur du net, justement, et qui nous indique, alors, vous n'hésitez pas à intervenir au niveau du chat, si je ne traduis pas bien le message que vous souhaitiez faire passer. Elle nous indique que la semaine dernière, elle a pu effectivement déceler des signes de dépression chez une jeune qui était déjà accompagnée dans une structure et qui est déjà pris en charge au niveau de la structure. Et en fait, cette personne qui est promeneur du net a pu justement déceler cette souffrance psychique au travers des réseaux sociaux. En fait, il n'avait pas réussi à le déceler a priori lors des consultations, mais elle a pu le voir, elle a pu constater cette grande souffrance au niveau des réseaux sociaux. Donc c'est aussi pour ça que c'est important de multiplier finalement les canaux de contact, parce qu'effectivement chaque jeune ou chaque professionnel, nous restons des êtres humains, donc on réagit différemment. Donc effectivement, il va y avoir peut-être un canal de contact qui va être plus adapté à une personne plutôt qu'à une autre. Donc c'est vrai qu'il y a pas mal de choses, de ressources qui sont mises en place. Donc surtout, faut trouver celui qui convient le mieux finalement, mais savoir qu'ils existent et savoir qui était le mieux. Alors, peut-être une dernière question. Au niveau de peut-être pour résumer, vous en avez parlé un petit peu tout à l'heure, mais ça pourrait être bien de revenir là-dessus. Parce qu'on a dit effectivement que pendant l'adolescence, il y allait avoir des périodes peut-être d'isolement ponctuel, parce que le jeune a envie de sa tranquillité, entre guillemets, ou parce que il y a plein de choses qui se passent. À partir de quand doit-on s'alerter justement sur la souffrance psychique d'un jeune? À partir de quand, quels sont les signaux qui doivent alerter un parent, un partenaire ou autre? À partir de quand ça peut être vraiment une profonde souffrance psychique? Alors, il n'y a pas de réponse parfaite à cette question, parce qu'il n'y a pas de réponse, je crois, satisfaisante à cette question, parce que tout est éminemment singulier chez chacun, et on ne peut pas avoir de réponse finalement qui serait trop simpliste, ce serait dommage. C'est vraiment important de s'intéresser à chaque cas, à chaque situation, et quand on commence à se dire « Ouh là là, quelque chose est grave », on a sûrement raison, il y a quelque chose qui apparaît là et qui doit être pris en compte, quelque chose qui est ressenti. La question des ressentis est essentielle dans la question de la souffrance psychique chez l'adolescent. Donc faisons-nous confiance sur la question de la gravité et allons demander les aides effectivement dans les différents endroits pour faire société, pour accompagner les jeunes de façon globale, en nous faisant confiance les uns aux autres et en allant déposer nos inquiétudes, soit sur des espaces de parentalité, soit en tentant d'accompagner le jeune vers un professionnel si on sent qu'il en a besoin, ou vers quelqu'un de la famille ou un ami. Mais cherchons les pistes en fonction de chaque situation et réunissons-nous tous autour pour accompagner les adolescents vers moins de souffrance. Oui, je trouve que c'est très important ce que vous dites, de se faire confiance. Et je rajouterai simplement que un changement radical dans la personnalité ou dans l'attitude d'un jeune peut faire signe. Voilà, quelque chose qui tout d'un coup n'est plus du tout comme avant. Voilà, un changement qui fait signe, je dirais, de malaise. Juste rajouter aussi autre chose, c'est-à-dire par rapport à ce qu'on ressent et là où on s'inquiète, effectivement pour le jeune, peut-être c'est important de savoir qu'il existe donc du coup des dispositifs gradués en fonction des besoins. Et c'est pour ça aussi qu'on est présent ensemble aujourd'hui avec la Maison des Ados et le soin, parce qu'on est sur une gradation, quelque chose qui peut s'adapter, qui essaye de s'adapter à chaque situation que les parents peuvent rencontrer, que les ados traversent, pour pouvoir amener au bon endroit. Donc bien entendu, il y a les urgences qui
vont pouvoir répondre aux situations les plus préoccupantes immédiates. Et il va y avoir ensuite tout plein de dispositifs différents qui vont pouvoir aussi venir accompagner des solutions internes aussi qui sont familiales. Eh bien, merci beaucoup. Donc, s'il n'y a plus de questions, je vous propose de clôturer ce moment d'échange. Donc, vous retrouverez toutes les coordonnées des ressources évoquées donc, sur le chat, bien sûr, mais également sur YouTube. Hein. Vous aurez tous les numéros de téléphone, etc. Sur YouTube également. Retrouvez également les replays de nos webinaires donc, sur la chaîne YouTube de l'assurance maladie du Tarn. Différentes thématiques ont déjà été abordées, notamment sur le dépistage des cancers, l'hygiène bucco-dentaire, les écrans, la santé sexuelle, beaucoup de thématiques et peut-être déjà des réponses aux questions que vous vous posez autour de la santé. Alors voici quelques dates des prochains webinaires. Donc nous retrouverons le 6 février Comprendre l'endométriose. Le 14 février, dans la série des 1000 premiers jours, nous aurons chaque échange entre vous et bébé le fait grandir, tout simplement. D'autres thématiques seront à venir sur santé environnementale, sur les dangers du soleil et bien d'autres. Donc, si vous êtes intéressé par ces prochains webinaires, n'hésitez pas à vous inscrire sur le site amelie.fr dans la rubrique Actu locale ou tout simplement pour visionner le replay sur la chaîne YouTube. Vous aurez donc la programmation de tous les webinaires qui est réactualisée régulièrement. Vous pouvez aussi vous abonner à la chaîne YouTube de l'assurance maladie, ce qui vous permet d'avoir une notification dès la mise en ligne d'une nouvelle vidéo. À la fin de ce webinaire, vous recevrez un court questionnaire de satisfaction. Donc nous vous remercions de prendre quelques minutes pour pouvoir y répondre. Ce sera l'occasion pour vous de nous faire part de toutes vos suggestions et améliorations. Bien, encore merci mesdames pour votre intervention et pour vos explications. Merci à vous également. Donc, qui êtes de plus en plus nombreux à participer à nos webinaires et à interagir avec nous au niveau des directs. Quant à moi, je vous donne rendez-vous bientôt pour de nouveaux webinaires santé et je vous souhaite une très bonne journée. Au revoir, mesdames. Au revoir. Au revoir et merci. Merci à vous.